qui est réglementé par la Banque centrale et il y a le niveau 4 qui est un énorme secteur et nous le régulons. Vous m'entendez? Allô? Oui, oui, Edith, on vous entend. Ah, très bien. Cet énorme secteur implique le fait que l'on travaille avec des institutions de microfinancement non dépôt, les prêteurs d'argent, les SACO et autres. Nous recherchons encore une façon de les séparer les uns des autres, mais ce qui a été clair dès le début, c'était que si nous réglementons les SACO, ça veut dire les CFI, donc elles sont supposées être réglementées de façon prudente, où nous pouvons entrer dans des détails parce que et les administrateurs doivent prendre des dépôts du peuple, du public. Cela veut dire qu'il y a un risque plus élevé. Pour le reste de ces institutions, nous les réglementons de façon non prudentielle parce que pour elles, le risque est intégré dans les propriétaires et cela n'implique pas un risque tellement important parce que il n'y a pas de contact direct avec les ressources publiques. Comme vous le voyez, 52 SACO, c'est parce que les SACO sont au tout début, parce que les règlements pour la supervision de ces SACO ont été promulgués en 2020 et puis il y a eu le confinement et donc il n'a pas été facile pour nous de continuer, mais ce secteur va croître parce que le marché cible et donc englobe 20 000 institutions de cette nature, plus ou moins, ou plus que cela. Les prêteurs d'argent, plus de 1000. Et aussi, nous n'allons pas entrer en trop de détails pour cela, mais nous essayons de dire que les chiffres sont impressionnants, mais le travail n'est pas tout à fait comme on le penserait, ou n'est pas aussi détaillé qu'il le serait pour les SACO. 56 institutions n'acceptant pas de dépôt que nous régulons passent entre le niveau 2 et le niveau 3 selon leur chemin de croissance. Nous ne nous attendons pas à ce qu'ils soient sous le niveau 4 pendant longtemps. Les institutions de microfinancement ou de microfinance ont été en développement. C'est un secteur qui a été très dynamique. Alors, nous avons bien sûr été affectés sérieusement par la COVID-19, mais ce que nous avons vu, c'est que quand ils ouvrent, nous essayons de voir en fait une reprise de l'activité que si elle n'est pas normale est assez vigoureuse. Nous allons continuer à travailler avec la Banque centrale pour continuer à réguler le secteur SACO, mais il y a aussi le ministère du Commerce qui s'occupe de l'enregistrement de ces institutions ou de la... Et cela nous permet de réglementer le secteur, mais aussi de partager ce grand chiffre qui est 20 000, comme je l'ai dit. Je sais que vous vous posez déjà la question, comment est-ce que nous allons être en mesure de gérer ce grand nombre de CFI? Mais à dire vrai, nous sommes juste au début et nous pensons que nous continuons d'assainir et nous voyons déjà de bons résultats et cela commence à être démontré que la réglementation est très bénéfique pour la population. Je vais m'arrêter là. Ah oui, ah oui, oui. Et les SACO, comme vous le voyez, les licences qui sont octroyées, c'est un nombre total d'à peu près 1 million de membres. La moyenne des SACO qui sont réglementés sont à peu près 3 000. Ensuite, le capital social, comme vous le voyez, est décrit comme vous le voyez sur le tableau. Et puis le portefeuille est de 81 millions. Cela
Ça, c'est les SACO, mais on essaie de faire un recensement pour vraiment avoir une idée de la situation réelle parce que cela n'est pas géré de façon numérique. En ce moment, les informations sont éparpillées. Nous sommes encore en train d'organiser toutes les données. Oui. Alors, l'infrastructure financière, comme vous le voyez, les SACO, donc, ont besoin que l'on fasse du travail. Comme vous pouvez vous imaginer, le début exige que nous protégions ces épargnes qui existent. En tant que régulateur, nous nous sommes intéressés à cela parce que c'est ce que la loi nous permet de faire et il y a un travail prévu pour nous permettre. En fait, ce n'est pas logique que les gens rassemblent leur argent pour les épargner et qu'il n'y ait pas une gestion appropriée. Alors, nous travaillons sur cela. Et puis, le bureau de référence du crédit que nous organisons va nous permettre de savoir ce qui se passe, qui emprunte d'où, parce que nous avons eu des difficultés avec le fait que certains individus empruntent du niveau 1 au niveau 3 réglementé par la Banque centrale. Et quand ils ont trop emprunté, ils vont directement au niveau 4 parce qu'on n'a pas un mécanisme de bureau de référence. Ils vont au niveau 4 et cela apporte des problèmes liés à la gestion des risques. Ensuite, les SACO n'ont pas d'accès direct au système de paiement. Pour ceci, nous laissons cela dans les mains de la Banque centrale parce que c'est un défi, étant donné que Umra est nouveau dans l'espace de réglementation dans le pays. Et peut-être qu'on peut savoir que les SACO ne disposent pas encore d'un mécanisme de financement central ou d'un accès à l'aide d'urgence, à la liquidité. Mais nous travaillons à cela et nous espérons en élaborer au fur et à mesure que nous avançons. Merci énormément, Edith, pour ce survol. Maintenant, passons à Mathias et à Margarita pour avoir donc une explication de la situation en Équateur. Merci, Dave. J'ai trouvé ces remarques très intéressantes. Cela m'a rappelé beaucoup de la situation en Équateur il y a à peu près 8, 9, 10 ans pour ce qui concerne le nombre de coopératives et les statistiques très partielles. Et peut-être que Margarita peut nous donner son point de vue, non seulement de la situation actuelle, mais de ce processus qui a été suivi quand les CEPS ont donc commencé leur travail et ont trouvé à peu près 1000 coopératives, bon nombre desquelles la grande majorité avait été en dessous du radar pendant 30, 40 ans. Alors, quelle a été la situation à laquelle ils ont été confrontés? À vous, Marguerite. Merci beaucoup. Comme on l'a indiqué en Équateur, la Constitution reconnaît le secteur de l'économie populaire et solidaire dans lequel il y a le système financier populaire et solidaire qui a été créé, qui est composé par les coopératives de crédit. Quand la surintendance a été créée, il y a eu la promulgation d'une nouvelle norme, la loi organique de l'économie populaire et solidaire. Il y a la création de la surintendance et puis il y a eu donc l'association à toutes ces coopératives qui faisaient partie du secteur. À ce moment, quand la loi a été promulguée en 2011, nous avions 40 entités contrôlées par le superviseur des banques depuis 1996 en fonction de la norme qui était en place à cette époque. Et puis le reste des entités, à peu près 1000, devaient être soumises maintenant au contrôle de la CEPS avec les 40 qui étaient sous la surintendance des banques. Ce qui est arrivé, c'est que celles qui étaient avec la surintendance des banques et, et donc avaient le côté de gestion financière et de technologie. Ils avaient donc un cadre légal
adéquat. Les autres n'avaient pas tout cela parce qu'elles n'avaient pas du tout de contrôleur ou de régulateur. Néanmoins, il y avait quand même une intermédiation financière. Ce qui était très sérieux, c'est que il n'y avait pas simplement le grand risque de ne pas avoir une supervision, une réglementation adéquate, mais les dépôts que ces entités recevaient, en fait, n'avaient pas cela, mais il y avait aussi beaucoup d'activités qui n'étaient pas adéquates pour ce type d'organisation. Ça veut dire euh, ils n'étaient pas sûrs ou ne captaient pas des dépôts qui allaient bien au-delà des actifs de l'entité. Par exemple, quand la surintendance a été créée, nous avons reçu une dénonciation d'une coopérative qui avait 10 000 dollars en actifs et avait émis une obligation pour 4 millions de dollars. Et donc, tout cela a dû être donc intégré à cette réglementation, le contrôle de la gestion de cette entité pour arriver à ce que nous avons maintenant un secteur qui est composé de 497 entités, desquelles 4 sont des mutuelles pour le logement et 493 sont des coopératives d'épargne et de crédit et qui détiennent à peu près de 5 millions de membres qui sont représentés par 800 000 entités. Prochaine diapo. Le secteur en ce moment représente un tiers du système financier national et ses actifs représentent 20% du PIB de l'Équateur. Cela veut dire que vous donne une idée du poids que ce secteur représente pour le système financier national. Mais ce qui est très intéressant que vous voyez en bas de la transparence, c'est la croissance qu'on a vue dans le secteur depuis que la superintendance existe, c'est-à-dire comment la supervision, le contrôle et la réglementation ont favorisé la croissance réelle et le renforcement de ces entités. Les mêmes qui ont ont accru de 196 en actifs, 222% en dépôt, 65% en certificat d'accompagnement et 158% pour ce qui concerne le portefeuille de crédit dans ces derniers 8 ans. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Autre aspect très important, comme on l'a vu, l'apport du secteur en termes de gestion économique du pays. Ce que vous voyez, par exemple, maintenant, c'est comment, depuis les 5 dernières années, nous avons mesuré la relation entre les membres de ces sociétés et par rapport à la population active. Plus le temps passe avec la réglementation appropriée et plus on voit que les gens s'engagent davantage au niveau des entités, mais elles se mettent en rapport de mieux en mieux avec les acteurs économiques et donc leur participation augmente. Diapositive suivante. Il est fondamental de créer de la confiance. C'est une des choses les plus importantes qu'on ait réussi depuis qu'on a créé cette superintendance. Maintenant, il y a une grande participation à travers le fonds d'assurance de la liquidité des dépôts. Et on a aussi créé une gestion importante de la superintendance pour qu'il y ait une transparence au niveau de ce secteur à travers la publication d'informations. Ceci permet aux personnes de voir quel est le potentiel de ce secteur et que ce secteur est un développement soutenu, non seulement au niveau du numéro de personnes. L'interprète s'excuse, mais il y a beaucoup de voix de fond. Et donc, il y a une croissance soutenue et importante depuis plusieurs années. Merci beaucoup. Merci, Margarita. Je vais passer en espagnol pour le reste de la conférence. Ce sera plus facile d'interagir avec les panélistes et Margarita en particulier. Margarita, ce qui est impressionnant dans ce que vous avez dit, c'est le nombre de structures qu'on voit en Équateur en termes de croissance
On voudrait voir cette situation dans beaucoup plus de pays. Cette croissance saine est due à une bonne supervision, une supervision gérée par la CEPS qui permet au secteur de grandir d'une manière saine et stable. Dave, diapositive suivante, s'il vous plaît. Dave et moi, nous nous sommes demandé comment c'est à superviser il y a 8-10 ans en Équateur ou en Ouganda maintenant, quand on a beaucoup de petits sites dispersés dans les différentes régions et une grande majorité d'entre elles loin des organes de réglementation. Et donc, on a identifié différentes manières ou méthodes pour commencer à contrôler. Une serait se concentrer seulement sur les coopératives de grande taille. C'est ce qu'on a fait en Équateur il y a une quinzaine d'années. La Banque centrale a créé 40 des institutions qu'on pensait être les plus grandes. En fait, on s'est rendu compte que c'était les trop grandes qui étaient bien au-delà des limites de supervision. Évidemment, on ne peut pas savoir s'il y a des coopératives très grandes avec une forte croissance sans faire cela. Donc, on a résolu ceci d'une manière pratique. Par exemple, dans des pays où il y a une forte concentration de coopératives, au Chili, en Costa Rica, où il y a peu de coopératives avec des acteurs dominants très importants. Donc, et il y a peu de contrôle, mais il reste un problème moral et éthique. Pourquoi on n'a pas supervisé avec la même qualité les autres coopératives et pourquoi je n'offre pas au reste des adhérents la même qualité de supervision? Autre manière de résoudre la situation, c'est ce qu'on appelle la supervision auxiliaire, le modèle qu'on applique par exemple au Brésil, mis en œuvre aussi dans d'autres pays d'Amérique latine, certains avec succès, d'autres avec moins de succès. Ça a trait aux nombreux problèmes de gouvernance associés, les modèles financiers, parce que ça ne se finance pas tout seul. Donc, si la supervision auxiliaire est contrôlée par un ordre professionnel ou un groupe, évidemment, il est possible qu'il n'y ait pas l'argent nécessaire pour bien superviser. Autre chose possible, créer un système séparé comme CEPS, une institution nouvelle, et faire un nouveau début avec quand le contrôle de nombreuses entités ne fonctionne pas, il vaut mieux recommencer avec une nouvelle institution, peut-être dotée des effectifs nécessaires, des capacités techniques suffisantes pour essayer de contrôler toutes les coopératives. Il me semble que c'est une bonne méthode s'il y a le budget, les capacités techniques de le faire et les effectifs au niveau de l'intendance et la gestion technique. Autre méthode, je ne dirais pas que c'est une méthode de contrôle, mais en général, c'est accompagné de prise de contrôle. C'est la réduction du nombre de coopératives. Par exemple, en Équateur, on les a réduites de moitié. Edith a aussi dit qu'il faut nettoyer le secteur, entre guillemets. En général, c'est ce qui se passe. Si quelqu'un, pour la première fois, voit un grand nombre de coopératives, beaucoup d'entre elles petites, certaines problématiques, l'effet de faire ça d'une manière volontaire ou involontaire, c'est de réduire, donc, à travers des absorptions, notamment le nombre de coopératives. C'est le cas des petites coopératives rurales.
dans beaucoup de cas, qui seraient les meilleures candidates pour ce genre de fusion et absorption. Et ça, au bout du compte, ça facilite le travail de l'organe de réglementation parce que ça lui permet de contrôler 400 coopératives aujourd'hui par rapport aux 1000 qui existaient avant pour le cas de l'Équateur. Dave. Je vois qu'on a déjà des questions-réponses, des questions dans le chat. Continuez cela, s'il vous plaît. Nous allons les communiquer aux panélistes au fur et à mesure. J'aimerais poser une question à Margarita et à Edith pour leur demander ce qu'elles ont vu fonctionner le cas échéant dans ces nouvelles coopératives nouvellement supervisées en termes d'organisation. Vous êtes de nouvelles institutions et vous avez donc géré des institutions qui n'étaient auparavant pas supervisées. Donc, comment vous avez pu faire ça? Comment avez-vous réussi à regrouper cela pour les faire superviser? Rappelez-vous d'allumer vos micros pour intervenir. Merci Edith. Je crois qu'une des meilleures manières de montrer les avantages du contrôle et de la supervision, c'est l'information. Et les entités se rendent compte comment, en montrant des informations sur le secteur, eh bien, ce dernier se positionne mieux et ceci permet un ajustement naturel de se produire quand on passe de l'absence de régulation à la régulation. Et donc, les procédures sont plus ordonnées. Le secteur lui-même adopte ce système à travers ces politiques de renforcement. En Équateur, on a une grande expérience de ces années à travers les institutions, des coopératives qui sont renforcées, d'autres qui ont des faiblesses, donc qui évitent le processus de liquidation de cette manière. Donc, les petites coopératives qui ont des faiblesses peuvent éviter ce processus de liquidation qui a un impact négatif sur l'image des coopératives d'épargne et de crédit. Et donc, nous renforçons les services financiers dans les endroits où ces coopératives fragiles travaillaient. Et comme ça, nous ne perdons pas ce site pour tout le secteur. Ça veut dire que dans beaucoup de cas, en termes de ruralité, les coopératives d'épargne et de crédit sont le seul intermédiaire financier réglementé qui existe sur le territoire rural. Et donc, si elle entrait en liquidation, elle mettait les clés sous la porte, cette coopérative, ça serait très négatif. Et donc, cette réglementation nous permet de l'éviter. Donc, à travers l'information, non seulement la croissance du secteur en termes d'indicateurs financiers, mais aussi comment les territoires se servent de plus en plus et de mieux en mieux, ruraux et urbains, de ce système sans pour autant négliger la nature de ce secteur et des entités qui le créent, qui le composent. La loi équatorienne régissant les organisations en fonction des actifs est telle qu'on a des organisations très grandes. Il y a des actifs à hauteur de 80 millions de dollars, donc les plus grandes qui ont des cadeaux d'attention, des produits et services à la clientèle différents de celles du segment 5, les plus petites que nous contrôlons, qui ont des actifs inférieurs à 1 million de dollars. Et cette dynamique entre les grandes et les petites et le renforcement des fonctions permet de gagner davantage d'espace pour les services financiers réguliers à travers le contrôle, la supervision et le renforcement des entités de l'économie populaire et solidaire, ce qui a permis de créer et de fournir des meilleurs services financiers tout en
favorisant la pénétration des services financiers et l'inclusion financière de cette manière. Et ça favorise aussi la création d'une culture de contrôle et de supervision et bien évidemment, ça permet d'en renforcer le respect même de cette réglementation. On a un indicateur qu'on a sur notre page web qui montre comment est liée la relation entre le respect des normes réglementaires et la santé financière du secteur. Donc, moins il y a de respect du cadre réglementaire et moins la santé est forte. Donc, encore une fois, les entités et leurs adhérents ont tous à bénéficier donc du renforcement de ce contrôle et de cette supervision. Merci, Margherita. C'est très intéressant ce lien entre trouver les informations et aider les institutions elles-mêmes à mieux comprendre leur position et leur croissance future. Edith, qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes dans le processus, en plein cœur du processus que Margherita a traversé une quinzaine d'années. Qu'est-ce que vous voyez chez vous? Merci beaucoup, Dave. Je peux juste vous dire, comme vous l'avez dit, on en est au tout début de nos activités réglementaires. Et ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on essaie d'attirer davantage les institutions pour qu'elles acceptent mieux les réglementations. C'est aussi, il y a une certaine teneur politique à cela aussi. Il y a une certaine forme de méfiance, mais on pense qu'on pourra la surmonter. Comme nous sommes 3 organes de réglementation, la Banque centrale, nous-mêmes et le ministère du Commerce, ça demeure compliqué parce que les gens ne savent pas où est le centre de pouvoir réel. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que la plupart des institutions préfèrent être réglementées par une seule institution ou instance gouvernementale et préfèrent UMRA actuellement. C'est ce que notre recherche montre. Je ne sais pas si les choses ont évolué depuis lors, après cette recherche, mais on pense que la raison qui explique la préférence d'UMRA, c'est que certaines personnes pensent qu'on reste faible en tant qu'institution, d'autres pensent que peut-être il y a certaines raisons et on peut davantage faire confiance, pardon, aux responsables d'UMRA. On est encore un peu au milieu. On essaie de convaincre encore ceux qui doivent être réglementés pour qu'ils soient suffisamment informés en termes des lois en vigueur et on a encore beaucoup de travail à faire pour obtenir la confiance de ces institutions. Voici nos difficultés, mais nous voyons encore les opportunités d'avenir parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'institutions. Certaines d'entre elles ont trouvé difficile de se faire rallier parce qu'il y a toujours des craintes en termes fiscaux. Ils ont peur de davantage d'impôts. Et donc, si on demande plus d'informations, étant donné que historiquement, notre pays avait beaucoup d'activités au niveau du niveau 4, au niveau du secteur informel. Donc, il faut se faire connaître. C'est quelque chose qui est un petit peu politique. Il y a beaucoup de suspicions. Mais en même temps, on sait que ce qu'on avait avant ce qu'on a est une bonne loi qui permet de contrôler beaucoup d'activités non voulues qui avaient lieu au sein du secteur. Au niveau des 3 organes de réglementation, si on continue tous à travailler au même rythme, on réussira à contrôler ce secteur, pas nécessairement un contrôle négatif, mais plutôt une amélioration de l'environnement, non seulement au niveau fiscal, mais aussi pour permettre aux personnes d'améliorer leurs entreprises, la transparence, la confiance en le système financier qui est toujours un peu faible. Ce que je sais aussi, c'est que
autoréglementateurs qui existent, Cusco par exemple et Amphio qui sont les deux chez nous. Amphio s'autoréglementait au niveau du secteur du microfinancement et certains cercles étaient réglementés, mais au Cusco, je ne pense pas que j'ai dit que ça voulait dire. Cusco, c'est une institution qui facilite l'autoréglementation pour les SACO. C'est l'association nationale. C'est une association nationale aussi, n'est-ce pas? Oui. L'union, la coopérative ougandaise de crédit et d'épargne, on a décidé de travailler avec ces institutions pour bien pouvoir nous connecter, parce que comme il y a beaucoup de méfiance, et donc ça ne sert à rien de réinventer la roue, comme ils ont déjà la confiance des gens, on peut s'appuyer sur cela. Et puis, il y a des informations qui sont là depuis un certain temps et donc on devait travailler ensemble. On sait aussi, comme Margarita l'a dit, on va essayer d'encourager les fusions parce qu'on veut promouvoir la numérisation du secteur. Et on ne peut faire cela avec les SACO qu'en encourageant les fusions. On sait que ça ne sera pas une tâche facile pour nous, mais on essaiera et on informera quant à ce qu'on aura décidé de faire. Pour la tâche de la réglementation est une tâche complexe, mais pour ce qui est du Kenya, qu'on étudie de près, on étudie le marché kenyan de près, on pense qu'on pourra l'utiliser comme indice de référence et continuer à en tirer des enseignements. Et je pense qu'à travers cela, on pourra améliorer les activités de supervision en Ouganda aussi. C'est tout ce que j'ai à dire, mais on veut continuer à apprendre. C'est une bonne chose d'apprendre sur le modèle équatorien, mais les chiffres sont énormes et donc je ne sais pas si on pourra atteindre ces niveaux-là vite, mais on a déjà pris le train. Très bien. On a quelqu'un du Kenya qui a lancé le symposium la semaine dernière. Mathias, voulez-vous poser la question suivante, s'il vous plaît? Les commentaires de ces deux dames m'ont paru très intéressants, surtout le commentaire d'Edith sur les impôts. On a tous commencé à sourire un peu. Personnellement, je pense que ce n'est jamais une bonne stratégie de voler en dessous des radars des autorités pour autant de temps que possible. Il faut vraiment se concentrer sur les fenêtres offertes par la formalisation et la numérisation en général, parce que sans cela, on n'aura pas de fonds de protection des dépôts ni intégration des systèmes de paiement. On ne pourra pas nous occuper efficacement des jeunes sans la numérisation, sans système de paiement, sans accès à la couverture des risques. Et donc, dans ce sens, il est préférable essayer d'avoir une attitude positive quant à la formalisation, y compris une réglementation adéquate et une supervision adéquate. On parle de finances et je vois que dans le chat, il y a une ou deux questions concernant ce sujet-là. Margarita, dans le cas de l'Équateur, parce qu'en général, les supervisions sont financées par des apports financiers des supervisés. Est-ce que ça suffit à couvrir tout le budget nécessaire? Beaucoup de lamentations. Est-ce que les coopératives sont bien desservies? Quelle est la situation en termes pratiques? Je pense que les thèmes financiers sont des thèmes toujours liés à des lamentations et des réclamations, mais il y a un équilibre intéressant et comme vous l'avez vu,
Nous, on s'occupe des entités en fonction des secteurs. Les secteurs à actifs plus importants, on a peu d'entités et les actifs plus faibles ont plus d'adhérents. Et on a cette division parce qu'en vertu de la loi équatorienne, les entités contrôlées font des apports financiers aux superviseurs sur la base de leurs actifs. Et donc, c'est de cette manière que celles qui ont plus de moyens financiers peuvent apporter davantage et sur la base du principe de solidarité, ça allège un peu les apports des plus petites avec les mêmes systèmes et les mêmes mécanismes, avec le même type de supervision qui seront donc apportés aux coopératives plus petites. Et pour que vous puissiez mieux comprendre, la coopérative la plus grande qu'on contrôle a des actifs de 19 milliards de dollars et plus d'1 million d'adhérents, et la plus petite 36 adhérents et 1 400 dollars d'actifs. Et donc, il y a une proportion en fonction des actifs. Dans certains cas, c'est très petit, dans certains autres, c'est très important. Et c'est de cette manière que les apports des entités nous permettent une gestion adéquate et équitable pour les entités, quelle que soit leur taille. Nous sommes une entité autonome. Nous émettons nos propres réglementations par rapport au pourcentage apporté en capitaux par les entités adhérentes. Et nous couvrons avec ces apports que nous facturons tous les aspects de l'intendance au niveau national. Ce qu'on a fait, c'est un exercice important d'efficience et d'optimisation des coûts et des ressources. On a des processus multiples réalisés à travers des plateformes numériques et en fonction des informations, on a près de 10 ans de récupération d'informations auprès des entités et ça nous permet de couvrir plusieurs processus hors site permettant de renforcer l'optimisation des processus sur site. Et nous avons pu atteindre les résultats que vous voyez, ce qui montre un renforcement du secteur dérivé directement de ces apports en capitaux faits par les entités pour la question de la supervision. Merci beaucoup, Margarita. Moi aussi, je pense que la règle consistant à avoir un pourcentage unique, quelle que soit la taille, implique une subvention indirecte interne très importante pour les petites entités. Le travail associé au contrôle n'est pas du tout proportionnel. Les petites et surtout les rurales ont un coût beaucoup plus important pour la supervision, surtout au niveau du contrôle sur site en cas de déplacement d'équipe de supervision. Là, ça implique un coût beaucoup plus important pour le superviseur. Et dans un tel contexte, c'est intéressant, je ne sais pas, dans le cas de l'Ouganda, mais pour l'Équateur, la CEPS a des bureaux régionaux, ce qui implique une plus grande proximité géographique vis-à-vis des supervisés. Et ça aide, ça permet de réduire les coûts de supervision sur site. Dave ou Edith directement? Oui, merci. Je voudrais simplement dire que notre expérience nous montre que la plupart de nos coûts de supervision sont pris en charge par le gouvernement et on a besoin de peu de subventionnement par rapport à ceux à qui on accorde des licences. Les contributions sont très faibles, moins de 5% pour l'instant. Donc, les coûts sont pris en charge par le gouvernement. On essaie seulement de trouver un moyen d'utiliser nos ressources pour pouvoir augmenter un peu ses coûts, ses frais, pardon, parce que, comme je l'ai dit avant, il était difficile pour nous d'être acceptés, ou il était difficile pour le public de nous laisser réglementer les institutions, mais comme on connaît les avantages de la réglementation, le gouvernement a décidé de prendre en charge ces coûts. Donc, à l'heure actuelle, le gros de ces coûts est sous la tutelle des caisses de l'État. Bien entendu, on a encore des difficultés
La supervision coûte cher. Que faire? On doit continuer à encourager autant de personnes que possible. Si on gère un grand groupe et on a un grand groupe qui sera lié à la cause, on pourra faire baisser un peu les coûts et on se rendra compte dans quelle mesure on pourra améliorer notre supervision. On prévoit aussi de créer des bureaux régionaux pour pouvoir être plus près des gens supervisés, mais quand on a vu que ça allait être un peu compliqué, parce qu'on n'en est que dans les phases initiales, on a décidé d'établir un protocole d'accord avec les différentes instances gouvernementales qui ont déjà une présence dans les zones ciblées pour pouvoir travailler dans leur bureau. On envoie un superviseur de temps en temps ou selon les besoins, parce que ce système n'est pas encore très formalisé, juste pour pouvoir réduire nos coûts et donc pouvoir gérer nos ressources très limitées. On veut aussi partager nos références, notre mécanisme de référence de crédit par rapport au nombre d'emprunteurs. On a aussi fait une recherche qui montre que chaque année, on peut avoir plus quelque chose comme 40 millions de roulements de prêts dans ce secteur sur 6 mois, un an. Et donc, ce retour nous permet de renforcer les activités et de voir si on peut améliorer les coûts, enfin baisser les coûts de supervision sans pour autant placer trop de contraintes ni sur l'État ni sur les supervisés. Parce que quand on augmente notre supervision prudentielle et les CIF, c'est des coûts qui augmentent. Donc, le but, c'est d'équilibrer les différentes possibilités pour pouvoir atteindre nos objectifs. Je, je crois que je n'ai pas été bien comprise quand j'ai parlé d'impôts. J'ai essayé d'expliquer que les gens sont devenus soupçonneux parce que certains pensaient qu'ils étaient ciblés pour des raisons fiscales, parce que comme je l'ai dit auparavant, ce secteur de niveau 4 contenait, hébergeait les personnes qui essaient de dissimuler des informations, qui opéraient dans le secteur informel pour, en fait, en situation d'évasion fiscale. Et donc, c'était trop dangereux pour le gouvernement de voir comment gérer ça. Mais ce n'est pas seulement un but de fiscalité, c'est plutôt de voir comment on peut améliorer le système financier globalement parlant. Ce n'est pas le but, mais souvent, c'est un effet secondaire en quelque sorte. Oui, c'est ça. Et je pense que chaque pays suit un peu cette même ligne de réflexion. À un certain moment, il faut accepter cette idée d'être formalisé, d'avoir des bilans, d'avoir donc des déclarations d'impôts en tant que coopérative. À un certain moment, il va falloir payer des impôts probablement, mais cela vous amène aussi beaucoup d'avantages, tout à fait. Pas l'imposition, mais la formalisation et l'intégration dans le système de supervision. Et puis, il y a des questions d'importance telles que le blanchiment d'argent. Je pense que le niveau 4 avait été ciblé par ceux qui voulaient faire ce mal en essayant de se cacher sous l'informalité de ce secteur du niveau 4. Et nous essayons aussi de contrer cela. Et je suis heureuse de vous dire que cela déjà a beaucoup de sens.
ces modifications. Cela a trait à la formalisation. J'ai vu qu'il y avait une question de Michael en Zambie qui posait une question à Margarita pour l'Équateur. Quelle est la situation sur l'imposition à en Équateur? Et je veux faire la différence entre l'imposition du CFI, de la CFI, si elle paye ou pas des impôts sur le revenu, parce que beaucoup de pays n'exigent pas que les CFI payent d'impôts. Comparé à l'imposition des adhérents eux-mêmes, pouvez-vous expliquer cela? Oui, en Équateur, tout est réglementé par la même loi, par le système financier et par la même loi sur l'imposition. Alors, au fiscal, il n'y a pas donc une règle particulière qui implique des bénéfices ou qui serait une motivation aux entités de se soumettre à ce contrôle. Mais par la loi, ils doivent être, ou elles doivent être soumises à cette supervision. Et si elles ne le font pas, si elles continuent avec ces activités financières, c'est considéré un délit, un crime. Alors la seule façon, au-delà d'incitation ou pas, de faire le travail d'intermédiaire financier, c'est par le biais du contrôle de la surintendance, que ce soit les banques publiques ou privées ou par l'économie populaire et solidaire par le biais des coopératives et les mutuelles. Et, et puisque la conformité de toute cette norme donc, cette conformité est transversale, c'est-à-dire tous sont conformes aux mêmes règles. Et nous avons beaucoup travaillé dans la surintendance pour être sûr que ces règles soient uniformes. Pour la gestion financière, c'est-à-dire la norme de, de solvabilité, aussi bien que pour les sujets ayant trait aux impôts, pour qu'il n'y ait pas d'incitation, que les entités essayent d'évader en fait, de se soumettre à cette réglementation, d'éviter cela. Très bien, merci Margarita. Nous allons passer à la prochaine question, puis nous allons ouvrir la séance. Il y a beaucoup de questions qui entrent sur le chat et la section questions-réponses. Alors, comment trouvez-vous un équilibre, Margarita et Edith, un équilibre entre la protection des dépôts des membres et le fardeau réglementaire qui pourrait entraver le développement rural? Surtout, tout ce symposium se concentre sur les petites entités rurales. Nous savons que les grandes entités pourraient se permettre les coûts des avocats, de départements de conformité et tout cela. Mais comment peut-on penser à équilibrer la protection des membres comparé donc au fardeau réglementaire? Margarita, est-ce que vous pouvez commencer? Je comprends que les CEPS ont fait des calculs de taille critique en deçà desquels ça ne vaut pas la peine d'être supervisé. Les institutions ne sont pas viables dans le sens qu'elles ne produisent pas suffisamment de rentabilité pour financer cette supervision. Je ne sais pas si vous pouvez partager un peu à cet égard. Oui, merci Mathias. Depuis l'année passée, la pression que la crise économique a exercée due à la crise sanitaire de la COVID, donc a eu comme effet que beaucoup de processus que nous essayons de contrôler du point de vue réglementaire, donc se précipitent. Et quand je parle de contrôler, je veux dire la Constitution et la loi nous obligent à avoir des normes différenciées pour les entités en fonction de leur nature et de leur taille. Nous divisons la norme en segments, considérant les termes pour les demandes. Alors, nous permettons aux petites entités d'avoir des périodes plus longues pour appliquer cette norme. Cela les permet d'être en conformité, mais aussi être à un niveau où elles sont en mesure d'être en conformité. Et donc, c'est un calcul dérivé de ce qui est représenté par la marge financière des entités selon leur taille. Et nous avons établi une limite en dessous de laquelle les entités qui ne
peuvent pas donc gérer ces coûts apparentés à la supervision et au contrôle. Ce n'est pas simplement une question d'avoir un superviseur et de faire un apport pour ce superviseur, mais aussi pour payer un comptable, un audit interne et externe et l'apport que font ces entités pour assurer ou avoir une assurance pour les dépôts ou pour les faux dépôts, et puis les systèmes informatiques qu'il faut qu'ils aient pour pouvoir être conformes à toutes ces exigences de contrôle. Il y a tout un processus d'éducation et de développement, un catalogue unique de comptes et de différentes structures d'information que les organisations doivent avoir en place avec différentes périodicités qui vont de l'envoi quotidien à l'envoi mensuel des informations. Tout cela implique des coûts et une structure financière qui soutiennent la conformité avec cette norme. Alors, ce calcul, comme je vous l'ai dit, est dans une norme depuis l'année passée. On a donné aux entités différentes périodes de temps, donc pour qu'elles soient conformes. Les plus petites coopératives ont donc un date butoir en décembre 2023 et nous voulons un éclaircissement de quelles entités ont une taille qui leur permet de continuer dans ce système contrôlé et réglementé. C'est le système financier en Équateur et lesquels devraient trouver une autre possibilité dans les pouvoirs octroyés par la norme afin d'être conforme à cette norme. Et en Équateur, ce que nous avons, c'est il y a donc la fusion qui leur permet donc d'unir la gestion de ces coûts ou bien se convertir. Il y a une norme qui permet que ces entités dont les marges financières ne sont pas adéquates pour être conformes à cette norme, qu'elles puissent donc se transformer selon leur taille à euh, des donc caisses de départ ou des caisses communautaires qui ont leur propre système réglementaire et seraient en dehors du système qui exige ce genre de coûts. Et aussi, nous sommes dans ce processus de fusion. Il n'y a pas eu de banqueroute dans les derniers 8 ans, mais il y a eu beaucoup d'absorption et de fusion. Et jusqu'à présent, nous avons beaucoup de petites banques et coopératives qui travaillent de façon autonome et n'ont pas à faire avec cette question réglementaire. Mais cela est dû à la grande mesure de conversion du secteur. Et puis, il y a des systèmes de négociation, de caisse centrale, et ce sont des façons de résoudre ce problème de conformité avec les systèmes réglementaires. En fait, ces idées, quelquefois, ont l'air positives au niveau théorique, mais sont difficiles à appliquer. Et donc, en Ouganda et en Équateur, il y a des institutions d'intégration, les institutions fêtières au niveau central ou que ce soit au niveau technologique, les systèmes de production. Il s'agit d'éléments très importants avec des implications très importantes pour la viabilité des petites entités et des entités rurales. Oui, bien sûr, Mathias. Edith, si vous me permettez, je voulais dire nous avons une caisse centrale. Nous espérons que le secteur mène à ce qu'il y ait plus de cas comme celui-ci, mais cette caisse centrale demande un apport. Il faut qu'il y ait une taille qui soutienne la participation à cette caisse centrale. De plus, la loi qui réglemente le secteur prévoit des organismes d'intégration, mais prévoit aussi la représentation économique. Et cette représentation économique recherche, selon la loi, c'est qu'il soit possible de créer des économies d'échelle pour que les entités puissent
mieux réaliser leur gestion financière économique. Néanmoins, jusqu'à présent, en dépit du fait que la loi existe depuis 2010 et un règlement associé en 2011 et la surintendance existe depuis 2012, la superintendance existe depuis la même année. Nous n'avons jamais eu la création d'une organisation économique. Je pense que les entités doivent beaucoup travailler sur ces organismes d'intégration et exiger de celles-ci et bon, les renforcer pour qu'elles puissent vraiment euh, être en mesure de faire le travail requis, donc offrir d'autres types de services et participer de façon efficace à ce renforcement du secteur. Parce que ce que Mathias disait, c'est que si cette cohésion n'a pas lieu, si nous n'avons pas le secteur lui-même qui participe, si ces acteurs ne participent pas, il va y avoir la situation un peu un cannibalisme au sein du secteur où les grandes entités, avec de plus grandes ressources, au-delà de se renforcer par le biais de ces mécanismes qui existent dans la loi, que celles-ci commencent à donc agir contre les autres entités et ne plus rechercher une fusion, mais prendront plutôt de l'espace et donc prendre le devant sur les petites entités. Oui, cela me semble très important. Et le principe du régionalisme explique pourquoi en Allemagne ce système fonctionne, parce que une coopérative n'est pas une concurrente, mais il y a une coopération. Elles essayent de réaliser des synergies entre elles. Qu'en est-il de la situation en Ouganda pour ce qui concerne les institutions fêtières commerciales? Oui, je dois apprécier Margarita pour cette expérience détaillée qu'elle a partagée ici. Nous n'avons pas une grande expérience ici, mais le peu que l'on peut dire maintenant, c'est que, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas encore d'exploitation ou de fardeau réglementaire parce que tout est porté pour le moment par le gouvernement, mais bien sûr, nous avons des incitations qui essayent de protéger les épargnes par le biais du fonds de protection des épargnes sur lequel nous essayons de travailler maintenant, qui est à la fois une incitation, mais il y a aussi un peu de responsabilité de la part des CFI et cela veut dire que nous essayons de voir comment cela équilibre le fardeau réglementaire, le peu d'argent que j'ai dit par exemple. On doit payer 300 000 shillings rwandais, ce n'est même pas 100 $ pour toute l'institution. Et on ne prend même pas en compte les chiffres. On essaie de voir comment revoir cela pour pouvoir capter ce fardeau réglementaire, étant donné le chiffre qui existe. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas facturer la même chose. Un membre a peut-être 1 000 $, l'autre 3 000. Et donc, on facture une somme forfaitaire. Si on compare l'Ouganda à l'Équateur, ça ne sera pas facile à faire, mais ce que je peux vous dire, pour nous, ce n'est pas seulement une question de développement rural, c'est une question de développement tout court. Parce que beaucoup du secteur opère dans les zones rurales de toute façon. Notre but est de faire en sorte de discipliner le marché, d'améliorer la transparence, augmenter la confiance vis-à-vis du secteur et mieux protéger les consommateurs. On va de l'avant avec toutes ces choses à l'esprit, donc je pense qu'on réussit à équilibrer les protections des dépôts de nos adhérents tout en contrôlant la
supervision. J'apprécie beaucoup vos réponses, Margarita, et j'aimerais bien qu'après cette séance, vous pouvez nous écrire pour qu'on puisse parler un petit peu plus là-dessus. J'ai beaucoup apprécié la question que vous avez posée sur les institutions d'autoréglementation et ces APEX nous aident parce que pour contrôler le fardeau de la réglementation, si Oumra peut rester 3-4 ans, on pourra avoir une autre histoire la prochaine fois parce qu'on a beaucoup d'espoir que les choses s'améliorent grâce à ce nouveau développement. Merci beaucoup. Merci, Edith. Maintenant, j'aimerais qu'on passe à la séance de questions-réponses. On a beaucoup de questions dans le chat et on a aussi quelques superviseurs en ligne. Même, je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes les questions. On a des superviseurs des Caraïbes, de l'Irlande, des États-Unis. J'ai vu quelqu'un du Sénégal. N'hésitez pas à intervenir, à répondre aux questions même par vous-même aussi à travers le chat. L'une des questions qui a été posée, Edith et Margarita, portait sur l'utilisation de la technologie et les techs. Est-ce que cette expérience COVID au niveau institutionnel ou de la supervision, comment ceci va s'améliorer d'après vous, que ce soit les subtech ou tout ce qui est la numérisation en général? Je vais commencer. Je sais que vous ne savez pas exactement à quel stade nous en sommes. On essaie d'améliorer les services d'Oumra en termes de numérisation pour aider les gens pour qu'ils puissent faire des rapports rapidement et payer directement. On n'a pas été très loin encore. On n'en est qu'à la phase de compréhension de la forme que ça devrait prendre, si vous voulez. On connaît les avantages de la numérisation et l'informatisation, parce que quand on est en retard ou on est ralenti, parce qu'on a peur des coûts au début et quand la pandémie a frappé, on a dû trouver des solutions rapides via la technologie. Donc, nous voulons vraiment aussi nous intéresser à la subtech pour pouvoir répondre aux questions rapidement. Je vais laisser la parole à Margarita. Je suis sûre qu'elle a beaucoup plus de choses que moi à dire là-dessus. Merci, Edith. Ce que nous avons fait, en réalité, c'est ouvrir la possibilité que les entités voient comment la technologie peut favoriser leur processus, non seulement les rendant plus efficaces, mais aussi plus rentables. Et au niveau du secteur, quand on a commencé la superintendance, il y avait un grand nombre d'entreprises, de conseils qui, en théorie, leur fournissaient des services, mais les services n'étaient pas suffisamment efficaces et il n'y avait pas de normes et de lois qui régissaient ça. Maintenant, elle a été faite pour qu'il y ait des services informatiques qui permettent de croiser les informations qui sont obtenues auprès de ces entités pour qu'il y ait un travail cohérent et que les résultats puissent aider les entités à faciliter leur gestion. Il y a un thème très clair en termes de superintendance. En raison de la nature de ces entités mêmes, leurs administrateurs n'ont pas toujours les connaissances techniques nécessaires pour ce qui est du domaine financier. Donc, à travers l'information et la gestion de la technologie, on a cherché à nous approcher à la gestion des informations et au cadre réglementaire pour éduquer les responsables de ces entités pour qu'ils aient les outils nécessaires pour prendre de meilleures décisions. Donc, par exemple,
non seulement le thème de rapport périodique qu'ils remettent déjà à travers des structures d'information qui, depuis 2 ans, ont des organes de validation. Donc, si la structure n'est pas bien faite ou les informations ne sont pas cohérentes, elles sont refusées. Les entités savent qu'ils doivent alors faire quelque chose parce que quand les informations sont refusées, ça ne marche pas. Et puis, on a aussi des rapports qu'on fait parvenir à l'entité pour qu'elle puisse disposer de la vision que le superviseur a en ce qui concerne sa situation financière et la gestion qui est réalisée. Et grâce à ce rapport, on leur fournit la situation de leur père à la fois dans le secteur, mais aussi au niveau du territoire où elles opèrent. Et ça leur permet aussi d'avoir une vision plus large, une meilleure connaissance de ce qui se passe. À l'instar de cela, pour profiter de cette transformation technologique que nous avons vécue, on a ouvert tous les services des superintendances à travers des canaux numériques et actuellement, il est déjà devenu obligatoire pour les administrateurs des entreprises d'utiliser les signatures électroniques pour tous les aspects de la superintendance. Donc, tout est numérisé à 100%, à la fois la réalisation de documents et la réception de ces documents et toutes les pratiques télématiques qui sont faites sur une base de signature électronique, tout ce qui est des circulaires ou autres communications pour les processus même de supervision. Ça nous a vraiment beaucoup aidé pour que les entités aussi, leurs associés et membres commencent à comprendre l'importance de la transformation numérique en tant qu'option pour leur coopérative. Et c'est comme ça qu'on voit le potentiel de cela au niveau de l'inclusion financière, mais on comprend très bien que les questions technologiques ne sont pas pour toutes les entités. Certaines n'ont pas besoin de cette technologie, donc ne la développent pas, mais on est sûr qu'à travers des alliances stratégiques, il est possible que les entités qui ont plus de capacités technologiques puissent favoriser, rendre plus efficaces les processus des plus petites et les lois pour ces stratégies existent depuis 2019 et a jusqu'à présent eu d'excellents résultats. Très intéressant, Margarita et Edith. L'Équateur est un modèle extrêmement avancé et déjà mûr en termes de supervision. Donc, félicitations. Dans le chat, il y a plusieurs inquiétudes et questions en termes de l'intégration du secteur. Le cannibalisme est un thème qui a attiré l'attention pour faire le lien avec le thème de la supervision et des petites coopératives. Comment vous voyez la possibilité d'utiliser des fédérations, des ordres ou des institutions APEX, des caisses centrales, des fonds de protection pour le modèle de supervision auxiliaire? Jusqu'à quel point on pourrait, en Équateur, en Ouganda et autres, concevoir des institutions qui délèguent une partie des fonctions à ces organisations d'intégration? Est-ce qu'il y a des antécédents de cela en Amérique latine, au Brésil depuis 20 ans, au Mexique, on a commencé ça il y a 15 ans, à créer ce système? Pour vos pays, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une idée qui vous semble intéressante ou qui vous fait peur? Parfois, on ne sait pas à quel risque ces superviseurs sont assujettis en termes de délégation ou les risques financiers en termes de responsabilité politique et peut-être juridique. J'imagine si quelque chose tourne mal. Qu'est-ce que vous en dites? Qui veut prendre la parole? Moi, je peux commencer si vous voulez. La loi permet la supervision auxiliaire, elle est prévue pour les entités. Cependant, nous n'avons pas encore trouvé les conditions techniques suffisantes pour ouvrir le chemin afin que ce modèle soit efficace. Il faut en premier lieu avoir une intégration représentative au niveau des organismes qui n'ont pas forcément la portée
respecter et la structure technique nécessaire pour pouvoir procéder à une supervision qui devrait être égale ou supérieure à celle que la superintendance réalise actuellement pour pouvoir satisfaire les objectifs de supervision auxiliaire, c'est-à-dire déléguer ses responsabilités et compléter ce qui est fait à partir de l'organisme de contrôle. Il y a des cas comme par exemple la Banque centrale et autres organismes d'intégration qui collectent des informations et la reversent vers leurs adhérents, mais on ne voit pas d'accompagnement avec un poids et une exigence de correction d'erreurs si on les trouve, ni une relation entre l'organisation d'intégration et la coopérative qui permettent que ce processus produise des améliorations suffisantes pour les entités. Autre thème, les informations qu'on a conformément aux archives de la superintendance, on a 15 organismes d'intégration à ce jour. Une fédération, 6 réseaux, notre loi établit une pyramide en vertu de laquelle en bas il y a les coopératives. Ensuite, les coopératives devraient se réunir en syndicats et réseaux pour ensuite créer une fédération nationale et ces réseaux et syndicats devraient être provinciaux et attachés au territoire. Cependant, en Équateur, le principe de territorialité n'est pas respecté et ces processus d'intégration existaient déjà quand la loi a été promulguée en 2011. Donc, et la loi prévoit des ajustements qui n'ont pas été faits. Autre chose, les entités contrôlées ne sont pas toutes inscrites à un organisme d'intégration. Seuls 47% des 497 coopératives que nous contrôlons ont un organisme d'intégration. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a des coopératives qui sont affiliées à plus d'un organisme d'intégration, mais cependant, là, il n'y a pas non plus de relation qui nous permettent de comprendre qu'il y a un processus en passe de favoriser le contrôle et la supervision ou le respect des normes réglementaires parce que ces affiliations de nombreux organismes restent liées à de nombreux problèmes. Il faut véritablement un mécanisme qui permette de renforcer les organismes d'intégration pour renforcer les capacités techniques et trouver le moyen d'ordonner la structure de ces organismes d'intégration pour voir combien on pourrait déléguer ces facultés, non seulement en termes de responsabilité, mais aussi en termes de faculté et le degré d'exigence que devrait avoir l'organisme d'intégration pour pouvoir respecter ces mêmes normes et voir comment on peut y arriver au niveau du système de contrôle qui actuellement est pris en charge par les confédérations actuelles et la superintendance. Et je pense que jusqu'au début de 2023, nous avons ce schéma-là et on espère avoir un cadre réglementaire à la fin de 2023 qui nous permettra cette supervision auxiliaire. Oui, il y a une grande différence avec le système allemand. Oui, nous avons en Allemagne une supervision auxiliaire, mais il y a la loi, l'obligation des coopératives de s'allier à une fédération d'audit. Elles ne peuvent pas, la région où elles sont domiciliées détermine quelle est cette fédération à laquelle elle doit s'inscrire ou avec laquelle elle doit s'affilier. Et donc, dans différents pays de l'Amérique latine, cela ne fonctionne pas parce que ça serait anticonstitutionnel d'exiger qu'une coopérative fasse partie d'un syndicat privé. Donc, c'est un obstacle. Je ne sais pas, Edith, je pense qu'Edith a peut-être perdu sa connexion. Dave? Je pense que la question de la supervision auxiliaire dans le concept, dans la note conceptuelle, nous parlons du potentiel
pour un conflit d'intérêts. Alors, les défis qui entourent cela, et puis certainement les organisations faîtières peuvent jouer un rôle important pour ce qui concerne fixer des objectifs ou des standards financiers, peut-être aider les institutions avec le logiciel et les processus pour bon, vraiment suivre et surveiller leur situation. Mais de ICARN, c'est vraiment le superviseur qui est responsable au bout du compte. Il est très difficile pour le superviseur de déléguer. Nous utilisons le mot auxiliaire et pas délégation parce qu'on ne peut pas vraiment déléguer cette responsabilité. Le gouvernement a donné au superviseur ce rôle et c'est le superviseur qui doit le réaliser. Edith, avez-vous quelque chose à ajouter? Je sais que nous sommes déjà à l'heure, mais avez-vous quelque chose à ajouter avant que l'on ne conclue? Vous êtes en sourdine. Edith, on ne vous entend pas, vous êtes en sourdine. Oui, dans cette loi du niveau 4, ces institutions sont supposées aider avec les facilités dans la gestion de la facilité de financement central du secteur pour qu'on puisse savoir comment l'argent se déplace de ce point dans sa circulation dans le secteur, surtout dans les SACO. Je veux dire qu'en plus que ce que les autres ont dit, nous pensons que ces institutions peuvent être de très bons points pour nous fournir des informations qui auraient peut-être été manquées dans la préparation des rapports. Je pense qu'elles sont très nécessaires, qu'il est important qu'on les garde aux côtés du régulateur, à mon avis. Merci. Très bien, c'est un point très important. Eh bien, je pense que nous sommes à la conclusion. Je veux remercier tous ceux qui nous ont rejoints. C'est jusqu'à présent la séance qui a vu le plus de participants du symposium et celui qui a eu le plus de dialogues et de commentaires. Je l'attribue aux merveilleux panélistes que nous avons eus. Merci, Margarita, pour votre temps et Edith, un grand merci pour votre temps. Et le dernier mot pour mon ami Mathias, mon grand ami. Merci, Dave. Beaucoup merci, grand merci aux panélistes, à tout le monde, à Dave, aux amis de la Banque mondiale. Je pense qu'il s'est agi d'une séance très intéressante. J'ai beaucoup appris sur l'Ouganda et l'Afrique que je ne savais pas auparavant. Je pense qu'il y a des synergies possibles entre les continents. On pourrait avoir un apprentissage dans les deux directions. Euh, j'ai beaucoup de questions, plus de questions que de réponses cette fois-ci parce que le sujet n'est pas facile et ce qui semble facile quand on parle de proportionnalité, eh bien dans la pratique, pour la mise en œuvre dans nos pays, c'est une tâche très difficile, une tâche énorme. Il y a vraiment cette question de la responsabilité que Dave a évoquée. Je suis consciente de cela et je viens du secteur public, Dave aussi, les quatre, vraiment, nous avons déjà été dans le secteur public où nous le sommes actuellement. Et la première chose à laquelle on pense, c'est à sa propre responsabilité et la délégation est difficile, mais il est aussi difficile de faire une différence entre les lois et les intensités, les qualités de contrôle et dire donc je vais contrôler les entités rurales avec un moindre degré d'intensité, mais alors là, tout le monde a levé la main pour dire qu'ils sont des entités rurales. Alors, tout ce qui est théorique est difficile à appliquer, mais je pense qu'on a beaucoup appris qu'il faut travailler sur ces lois, sur notre façon de superviser, d'affecter les différentes responsabilités. Et de nouveau, je vous remercie à tous, surtout à Edith et Margarita pour votre temps, tous ceux qui ont été avec nous jusqu'à la fin. Il y a eu beaucoup de questions. Nous n'avons pas pu répondre à toutes ces questions. Il reste une grande partie pour ma part aussi. Et au nom des panélistes, je pense, merci beaucoup à tous. Et je passe la parole à Anne pour des derniers mots de conclusion. Merci beaucoup. Très bien.
Merci tout le monde. Merci, merci, merci.